contenu dans le dossier, il joue sur l'émotion et la prétendue caractère d'affaire d'État de la mort du juge Borel. Par ailleurs, ils affirment apporter les résultats d'une nouvelle expertise médico-légale. Pour les raisons liées au fait que le corps de M. Borel n'était porteur d'aucune trace de blessure cutanée, alors que dans cette version du suicide, il aurait été en slip et en t-shirt, dans cette pente infernale, dans la nuit, pieds nus, ou un pied nu et un pied revêtu d'une sandale, il aurait été amené à courir sous l'effet de la douleur de la combustion, sans se faire la moindre égratignure et sans se faire la moindre fracture, notamment au niveau des orteils. Pour ces raisons-là, que nous pressentions, car elles sont aussi logiques que médico-légales, les experts rejettent la théorie du suicide. Pour toutes ces raisons, l'hypothèse du suicide par auto-aspersion, telle que décrite par les professeurs Dominique Lecomte et Guy Nicolas, nous semble difficilement plausible. Faux, répond maître Francis Binaire. Depuis que le juge Borel est mort, il y a eu des experts. On n'a pas attendu 7 ans et maître Maurice pour faire des expertises. Et aujourd'hui, dans la meilleure des hypothèses, nous avons 2 ou 3 expertises qui n'excluent pas le suicide, qui pensent que c'est la probabilité la plus importante, et une nouvelle expertise qui dit qu'il est possible que ce soit un meurtre. Voilà la réalité des faits. Il n'y a pas des experts qui viennent dire aujourd'hui d'une manière formelle, c'est un meurtre. Ce n'est pas vrai. Alors, à partir de là, s'il y aurait eu meurtre, eh bien j'ai vu que les avocats de la partie civile venaient nous donner le mobile. La thèse officielle, c'est que Bernard Borel était conseiller du ministre de la Justice à Djibouti, qu'il avait un rôle simplement apparemment de rédacteur du Code pénal et du Code civil, et qu'il n'était jamais intervenu sur des dossiers sensibles. Or, on a la preuve matérielle de discussions et de mots échangés entre le juge Roger Leloir, qui était à l'époque à la section antiterroriste, qui était chargé du dossier de l'attentat du Café de Paris, et donc de l'intervention de Bernard Borel pour l'aider dans le cadre de commissions rogatoires internationales sur l'attentat du Café de Paris. Nous vous confirmons qu'il y a dans le dossier des notes des services secrets français mettant clairement en cause Ismaël Omar Guelleh. Les Djiboutiens qui connaissent la réalité des choses savent que ce mobile est ridicule. Imagine-t-on le chef de cabinet du président de la République de l'époque organiser un attentat anti-français qui fragiliserait son gouvernement. Et je rappelle que la justice française a enquêté sur l'affaire du Café de Paris, qu'à aucun moment, il n'y a eu le moindre commencement de début d'esquisse de preuve de soupçon que cette thèse puisse être sérieuse. Donc voilà un meurtre perpétré par 3 personnes qui ne peuvent pas le commettre, pour un mobile qui est un mobile fantaisiste, et cela permet de salir la République de Djibouti. Le mobile pour l'assassinat du juge Borel serait l'affaire de l'attentat du Café de Paris. Dans cette affaire, la justice djiboutienne a définitivement condamné les vrais responsables. La justice française a condamné également les vrais responsables. Et d'ailleurs, c'est très grave ce qu'on est en train de faire, parce que c'est Roger Leloir qui a instruit ces dossiers. La cour d'assises de Paris, une cour d'assises spéciale, composée de magistrats professionnels, a condamné les gens qui avaient commis cet acte-là. Et aujourd'hui, on est en train de nous faire dire que il n'y a pas moins de 17 magistrats français, 17 magistrats parisiens qui ont connu le dossier de l'attentat du Café de Paris, après le juge d'instruction. On est en train de nous dire que tous ces beaux mondes auraient faux, tous ces beaux mondes n'auraient rien vu, sans compter d'ailleurs la SOS Attentat, Madame Françoise Rudetsky, tous ces gens-là, si vous voulez, auraient... Mais c'est très grave, c'est un dossier sur lequel la justice djiboutienne a définitivement tranché, c'est un dossier sur lequel la justice française a également définitivement tranché. Donc, les gens qui nous mettent en cause ne respectent absolument rien du tout. Retour à la conférence de presse, ce que la partie civile n'a pas prévu dans sa stratégie, c'est la présence dans la salle du producteur de gros plans.
Les deux questions clés du dossier posées par Salah Ismaël ont suscité une réaction violente des deux avocats et considérablement gêné Mme Borel. Ismaël de la télévision de Djibouti, sur deux points où vous ne nous avez pas évoqués tout au long de cette conférence de presse, ni dans le reportage de mon confrère Bernard Nicolas dans les magazines, dans l'enquête qu'il a réalisée. C'est l'existence des 50 000 francs français où votre mari aurait retiré la veille de sa mort ou de son assassinat ou de son suicide, aurait retiré à la banque l'équivalent de 50 000 francs français en francs Djibouti. Madame Borel, vous avez reconnu lors d'une audition, vous avez nié, s'il vous plaît, j'ai mes sources d'information, s'il vous plaît, vous avez nié l'existence des 50 000 francs français. Vous avez dit clairement que vous niez l'existence de ces 50 000 francs français et juste après, vous reconnaissez l'existence de ces 50 000 francs français. Alors, comment vous expliquez ces contradictions? Alors, monsieur, je voudrais tout d'abord vous dire que nous avons très récemment... Je vais répondre à votre question. Alors, pour être précis sur votre question... Et en fait, les 50 000 francs français... Attendez, je vais répondre. Il y a le 50 000 francs français et il y a une lettre que M. Borel aurait laissée à Mme Borel pour dire de vendre sa collection de médailles militaires et d'en tirer les meilleurs profits. Est-ce que Mme Borel peut confirmer ou infirmer cette déclaration? Ce qu'on va vous dire surtout, c'est que ça ne semble... cher monsieur, ne posez aucun problème à Madame le vice-président Clément. Ne soyez absolument pas inquiet de ce point. Elle a une explication sur cela qui ne lui pose aucun problème. Qui n'a jamais posé de problème à personne. Vous ne pouvez pas répondre? Pardon? Excusez-moi, vous pouvez préciser pour ceux qui sont pas au courant de chaque détail du dossier? Mais c'est très simple, c'est-à-dire que Monsieur Borel... et c'est avéré dans le dossier, ça n'a jamais été caché, contrairement à ce que vous dites, monsieur, qu'il y a eu un retrait d'argent. Alors, on va vous dire véritablement ce qu'on pense maintenant de ce problème de retrait d'argent, c'est que, et nous ne sommes pas les seuls partis civils à l'imaginer, c'est que nous pensons que Bernard Borel avait fait ce retrait d'argent pour très probablement pouvoir se constituer une preuve sur une situation très délicate. Bien. Voilà, monsieur. Donc, c'est... Ben, voilà. Non, en fait, il y a eu ce retrait d'argent, effectivement, qui a été interprété au début comme étant de nature à corroborer l'idée qu'il ait voulu se suicider. En réalité, ça corrobore l'idée qu'il se sentait en danger. Bernard Borel est parti volontairement, il n'a pas été enlevé, bon, là il faut reprendre le dossier, mais il est parti volontairement de la ville de Djibouti vers le désert, en compagnie d'un Européen, sans doute en compagnie d'un autre véhicule, et c'était une expédition à laquelle Bernard Borel avait souscrit bien sûr, et dont il savait qu'elle était dangereuse. Par conséquent, il a laissé un mot qui ne consistait pas à dire « je ne suis plus digne de vivre, je me suicide, pardonne-moi », il a laissé un mot en disant pour ma collection de médailles, voilà qu'il a vendre en cas de difficulté, et il avait retiré de l'argent effectivement, de sorte que sa famille ne soit pas totalement dépourvue, si jamais ce qui est arrivé devait lui arriver. Je voudrais terminer en indiquant que, puisque vous parlez de cette lettre, monsieur, il faut la lire, la lettre. La lettre, elle me dit, je me suis fait consentir un découvert bancaire, l'argent n'a pas été utilisé, couvre le découvert. Hein? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que l'argent était en francs djiboutiens et qu'évidemment, moi, à Djibouti, revenant en France, je n'avais pas besoin d'un découvert en francs djiboutiens parce que j'allais perdre de l'argent et que c'était certainement pas pour moi qu'il l'avait fait. D'autre part, quand on part se suicider, monsieur, on ne part pas en compagnie. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué tous les éléments. C'est vrai. Et on ne les évoquera pas. Hein. Mais maintenant, on en a suffisamment. Parce qu'il y a un hebdomadaire qui a expliqué que la thèse était séduisante de Bernard Nicolas, mais qui dit, mais on n'a pas de preuves. Et si maintenant on en a, figurez-vous, des preuves. On en a. Hein.
voudrais poser une autre question, et ce sera la dernière, je m'excuse auprès de mes confrères. Des questions sur l'objet de la conférence de presse. Oui, s'il vous plaît. Je voudrais poser une question. Je voudrais poser une question et j'en terminerai. Vous connaissez Mme Borel, Mme Sylviane Auffray, vous connaissez, non? C'est la femme du capitaine Auffray qui a... Voilà, qui est le capitaine de la prévôté à Djibouti. Vous déclariez selon elle que vous sentiez coupable d'avoir laissé seul votre mari qui s'est trouvé dans un état... Mais monsieur, vous êtes en train de refaire l'instruction. Vous êtes mandaté par qui, monsieur? Par qui êtes-vous mandaté, monsieur? Par qui êtes-vous mandaté, monsieur? On tombe dans les égouts, là. Bien, mais vos questions sont très curieuses. Alors attendez, moi j'ai une réponse quand même sur le capitaine Auffray. Je voudrais simplement dire que la conclusion du capitaine Auffray qui aurait réalisé une enquête de la prévôté en tant que prévôt à Djibouti. Alors le prévôt, c'est le gendarme pour les Français, notamment et uniquement pour les Français militaires. Alors là, spontanément, dans le cadre du dossier de mon mari, il a fait une enquête. Bon. Eh bien, la conclusion de son enquête, c'est que pour expliquer qu'il ait fait cette enquête, ce qui était quand même anormal dans le cadre procédural, il a indiqué qu'il l'avait faite pour étayer la version du suicide, monsieur. C'est écrit. C'est le capitaine Auffray qui écrit ça. C'est écrit dans son enquête. Alors, je voudrais... On a oublié de dire quelque chose qui nous semblait très important par rapport aux différentes dépêches qui sont sorties récemment, dans cette espèce de contre-feu préparé à Djibouti pour tout ce que nous pourrions annoncer. Vous avez certainement vu une dépêche de l'AFP provenant de Nairobi qui fait état d'une plainte en diffamation de M. Awale Guelleh contre M. Alou Mekani. Alors, c'est tout de même extraordinaire. Parce que voilà un monsieur Awale Guelleh qui est en situation d'évasion à Djibouti. C'est-à-dire que ce monsieur-là, il est censé être recherché par la justice. Et voilà que le procureur de la République de Djibouti, puisque c'est écrit dans la dépêche, fait état d'une plainte qui a été reçue par Maître Aref, conseil de M. Awale Guelleh, contre ces personnes. Dénier à un individu, quel qu'il soit, quoi qu'on ait pu lui reprocher, et pour le moment, Awale Guelleh n'a rien à se reprocher, lui dénier le droit de pouvoir défendre son honneur, c'est contraire à tous les principes les plus élémentaires que l'on nous brandit à la face de l'Afrique à chaque fois que l'on constate de telles violations. La deuxième chose, c'est que Awale Guelleh n'est pas aujourd'hui, pas plus d'ailleurs qu'hier, quand il était détenu, à son sens, et je le partage illégalement, et en tout cas injustement, eh bien, Awale Guelleh n'est pas en mesure de se défendre. Et c'est tout à l'honneur d'un avocat que de se faire le porte-parole de quelqu'un qui ne peut pas, justement, se défendre contre son gré.